Ligne droite. Le grand réveil. J'ouvre donc mes entretiens du jour avec vous, Claire Géronimi. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors Claire, vous vous êtes fait connaître pour votre courage, un courage qui vous a poussé à prendre la parole suite au viol que vous avez subi, une agression commise par un étranger sous OQTF comme l'ont subi Philippine et tant d'autres. Alors commençons par là, Claire, ce meurtre atroce de Philippine qu'évoquait d'ailleurs à l'instant Maëlys, on imagine qu'il vous révolte. Oui, bien sûr, ça me révolte et je peux pas m'empêcher de mettre en parallèle, malheureusement, mon histoire et la sienne. C'était deux individus qui étaient sous OQTF, qui étaient fraîchement sortis de prison et qui, en plus de ça, nous a agressés toutes les deux en pleine journée, en plein cœur de Paris. Donc, j'avoue que ça me révolte, en sachant qu'en plus de ça, ça fait 1 an que j'ai commencé à prendre la parole, que j'ai demandé des réponses, pourquoi les OQTF n'étaient pas appliqués. Et on voit qu'en 1 an, en fait, il n'y a eu aucune évolution. Alors, on va y venir d'ailleurs. Yael Braun-Pivet et Monsieur Migaud, il y a quelques jours, nous expliquaient que la justice n'était pas laxiste. Alors, vous en avez un exemple concret. Où en est votre affaire ? Est-ce que vous avez porté plainte ? Est-ce que vous avez eu des réponses de certains responsables politiques qui prennent en compte leurs responsabilités ? Alors, aucune vraiment réelle réponse de la part des responsables politiques. Après, la justice aussi est très lente. On peut parler de laxisme, pardon, je pense que c'est vrai. Malheureusement, moi j'ai une théorie, c'est que les victimes ne peuvent pas se reconstruire tant que le procès n'est pas passé. Aujourd'hui, le stade du procès de Mathilde et de moi-même, on est toujours au stade 0, on n'a même pas eu de confrontation avec l'agresseur, on n'a même pas de date de procès, donc c'est assez compliqué de pouvoir se reconstruire en tant que victime. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler de ça, de cette phase de reconstruction pour qu'on ait conscience justement de tout... On parle souvent du drame en lui-même, finalement c'est quelque chose qui dure dans le temps. L'agression, la douleur de l'agression ne s'arrête pas au moment où vous êtes enfin libre et que votre agresseur est loin. Bien sûr, en fait, le fonctionnement, en tout cas de reconstruction, c'est pas du tout linéaire. Ça va plus être par des hauts et des bas. Ça tout dépend en fait des stades de vie de chacun. Moi, pour le coup, j'ai fait un burn-out, donc c'est vrai que ça a été très compliqué aussi à gérer. Et en fait, c'est assez compliqué, en tout cas pour une victime, de se reconstruire. Ouais. Vous avez, ça on a déjà parlé de votre plainte, vous allez co-organiser donc avec le collectif Némésis une manifestation ce dimanche en hommage à Philippine justement. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous expliquer l'objectif de ce rassemblement ? On imagine qu'il y a une grande partie justement de cet objectif qui est de pouvoir libérer la parole et de briser une certaine omerta. Exactement. Le but, dans un premier temps, c'est vraiment de rendre hommage à Philippine et à sa famille. Du coup, on organise à 15h, place d'Enfer Rochereau, dimanche, un hommage pour Philippine. On va également inviter d'autres victimes qui vont pouvoir témoigner aussi, qui ont à peu près le même type d'agresseur que Philippine et moi-même. Et le but, c'est vraiment de pouvoir dénoncer la non-application, on va dire, des OQTF et de pouvoir réveiller un petit peu le gouvernement. Oui, vous voulez vraiment pointer du doigt la responsabilité des politiques. Aujourd'hui, quand vous entendez la veuve d'Éric Comines dire « c'est la France qui a tué mon mari », vous êtes d'accord avec ça ? Je pense, oui. Est-ce que vous comprenez aussi ceux qui répondent en disant que justement c'est pas la France et que toutes ces politiques qui sont appliquées, c'est finalement assez dur de les reconnaître comme étant des politiques dignes de la France, qu'au-delà de la France, ce sont surtout justement les gouvernements et puis les responsables politiques qui en sont responsables. En fait, peut-être que, oui, bien sûr, c'est compliqué de mettre tout ça en place, de mettre l'application des OQTF, etc. Mais entre-temps, c'est quand même quelque chose, en tout cas, le sujet de la sécurité est un sujet qui devrait être primordial aujourd'hui, que ça soit de droite ou de gauche. Ouais. Quand on parle d'omerta, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'à un moment ou un autre, votre voix ne devait pas être entendue ? Est-ce qu'on vous a mis la pression d'une quelconque façon ? Est-ce que vous avez l'impression parfois de ne pas être dans votre bon droit quand vous expliquiez ce qui vous est arrivé et les réponses que vous attendez ? Oui, bien sûr, en tant que victime, en fait, comme j'ai essayé de parler au plus de médias possible et au plus de politiques possible, j'ai l'impression qu'il va y avoir une censure. Malheureusement, en fait, j'ai juste dénoncé les faits, comme quoi mon agresseur était sous OQTF et que, en plus de ça, ça n'avait pas été exécuté, qu'il était quand même sous 3 OQTF depuis 2021. Donc oui, j'ai l'impression que, en tout cas, il y a eu une grosse censure de la part de certains médias.
Les Français, eux, pour le coup, se réveillent. On a l'impression qu'on assiste à un réveil du peuple. Les dernières élections législatives sont assez encourageantes puisque justement une grande majorité des Français a voté pour un parti a priori anti-immigration. Est-ce que ça vous redonne espoir ? Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent quand même dans le bon sens ? Je pense que les choses évoluent dans le bon sens petit à petit. En tout cas, les Français se rendent de plus en plus compte qu'ils sont en insécurité dans pas mal de villes en France. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait déboucher au-delà des réponses politiques sur des réponses citoyennes ? Est-ce que vous imaginez des réponses qui viendraient du peuple, des collectifs justement qui se montent pour défendre nos femmes, nos filles, nos cousines ? J'espère. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'œuvrer. Pour le coup, je suis en train de créer également une association pour aider les femmes victimes de violences dans la rue d'un point de vue financier, parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher pour une victime de devoir justement payer tout ce qui est frais juridiques, psychologiques. C'est environ 35 000 € entre le dépôt de plainte et le procès. Et malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas aidées là-dessus. Donc le but de l'association qui s'appellera Éclat de femmes, c'est aussi de pouvoir faire passer des lois pour aider les victimes sur plein de points et améliorer la sécurité. Alors, aujourd'hui, quand on est victime de viol en France, il faut justement débourser 35 000 € pour pouvoir être reconnu comme victime par la justice. En moyenne. D'accord, c'est assez choquant effectivement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus donc de cette initiative que vous lancez, Éclat de femmes ? Oui, bien sûr. Alors, de base, du coup, ça vient à la genèse de mon agression. J'ai commencé par créer un podcast que j'ai sorti justement cette semaine pour parler de la condition féminine de la société avec plusieurs femmes, que ce soit des femmes politiques, journalistes, avocates ou psychologues, et également parler de la reconstruction après un événement traumatisant. Et à la suite de ça, en fait, on est en train justement de créer cette association qui permettra aux femmes de se faire aider financièrement. Du coup, on va mettre à leur disposition des avocats, des psychologues, et également toute la charge administrative qu'on fera supporter par des bénévoles. Il y a une grande part qui va être laissée au témoignage, j'imagine. Le but, c'est aussi de provoquer justement cette vague de témoignages et finalement de récrimination de la part des femmes qui subissent ce genre d'agression. Exactement. Le but, c'est aussi de pouvoir libérer la parole, parce qu'aujourd'hui, être violée, pour moi en tout cas, c'est pas une honte. Surtout qu'on n'a rien demandé, quoi. Oui, il y a beaucoup de femmes justement qui ont peur d'en parler parce qu'elles se sentent effectivement salies. Et puis donc vous avez eu un double courage. Le premier, bien sûr, donc c'est de vouloir briser cette omerta concernant le profil de votre agresseur. Mais avant cela, le courage, le premier des courages, c'était celui d'expliquer ce qui vous était arrivé. Aujourd'hui, vous rencontrez des femmes justement qui ont peur d'affirmer ce qu'elles ont subi. C'est ça. En fait, à la suite justement de mes prises de parole, j'ai eu beaucoup de témoignages de victimes qui m'ont expliqué qu'en fait, elles n'osaient pas parler et du coup, qui, on va dire, me remercier pour ça. Et le but, c'est aussi, à travers l'association, de pouvoir essayer de faire témoigner ces victimes. Et également, par exemple, dans mon podcast, j'ai une victime qui parle anonymement, mais qui raconte vraiment comment elle a vécu son procès. Et elle a été violée par un homme sous OQTF, et c'est quand même quelque chose qui, au final, revient assez souvent. Oui. Est-ce que, une fois que votre projet prendra de l'ampleur, vous pourriez justement être amené à essayer d'établir des statistiques ou à sortir des chiffres frappants justement sur 100 témoignages? On en a tant de viols qui ont été commis par des OQTF, par exemple. Est-ce que vous souhaitez aussi faire avancer les choses sur ce terrain-là? Est-ce que c'est possible? Alors, aujourd'hui en France, c'est très compliqué de pouvoir sortir certains chiffres. Après, je pense qu'on pourra essayer de le faire... on va dire légalement à notre échelle, et également aussi ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire bouger les lignes, prendre le taureau par les cornes, et puis au-delà d'aider les victimes aussi, faire, comme je vous ai dit, faire passer des lois et faire réveiller en tout cas les consciences. Vous avez dit que l'un des objectifs de votre projet, c'est de parler de la condition féminine. Aujourd'hui, ces termes sont repris par beaucoup d'associations féministes, de porte-parole féministes. Et donc, quand on entend condition féminine, c'est plutôt comment se fait la répartition des tâches ménagères, comment se passe la vie dans le cadre de l'entreprise, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que justement ces féministes mènent un combat qui est pertinent? Est-ce que ça vient en complément de ce que vous faites, ou est-ce que c'est carrément à côté de la plaque? Non, je pense que en soi, il y a plein de combats à mener. Après, en tout cas pour moi, je pense que c'est pas le combat principal. Le combat principal aujourd'hui, c'est la sécurité.
Ouais, elles se trompent de priorité. Exactement. Est-ce que vous pensez que c'est par manque de moyens, par manque de clairvoyance, ou est-ce qu'il y a des raisons idéologiques derrière ? On le sait que le poids de l'idéologie aujourd'hui dans la société française est énorme. Est-ce que vous pourriez affirmer justement que sans ça, les choses seraient différentes, notamment dans ces associations féministes ? Peut-être, je ne sais pas, qu'elles se volent la face et que peut-être qu'elles n'ont jamais été agressées dans la rue. Parce que vous n'étiez pas spécialement engagé politiquement avant votre agression. Finalement, c'est le réel qui vient frapper à votre porte. Exactement. En fait, quand ça nous arrive pas, on peut pas forcément savoir la douleur que peut ressentir une femme qui se fait agresser, tenter de se faire tuer justement dans un espace public. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend à se multiplier. Est-ce que vous avez l'impression que justement les gens peuvent s'émouvoir et se dire c'est terrible, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les réactions sont à la mesure justement de cette douleur que vous avez ressentie ? Oui, je pense. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'ai quand même reçu beaucoup de messages de soutien, quelques messages de haine, mais qui, comme je pense, comme toute prise de parole et toute prise de position. Mais c'est vrai que les personnes, je pense, commencent à vraiment se rendre compte que, il y a un réel problème, en tout cas en France. Vous avez reçu des messages de haine sur quel thème ? Parce que, excusez-moi, mais on imagine assez mal ce qu'on pourrait reprocher à une femme qui a subi de telles horreurs, en fait. Eh ben, écoutez, des messages comme quoi j'étais une personne raciste, alors que en fait, non, pas du tout. J'ai reçu des photos assez déplacées de certaines personnes, donc encore une fois des agressions par le biais des réseaux sociaux, des messages de la part de certaines féministes aussi qui n'étaient pas contentes parce que j'allais sur la place publique et que en fait j'étais bien traitée, on va dire, par certains médias et qu'on catégorisait que j'étais vraiment une femme violée comparée à d'autres femmes qui portaient plainte de la part d'hommes blancs ou de choses comme ça, qui qualifiaient, d'autres médias qualifiaient ça d'autres termes, donc c'est vrai que c'était des petites querelles un peu, on va dire, pour rien, qui ne servent à rien. Quand vous parlez de votre reconstruction et que justement vous entendez justement dans les médias qu'il continue à y avoir des viols, des agressions, des meurtres, des petites Philippines qui sont massacrées et qu'on retrouve enterrées, est-ce que ça vous empêche aussi cette reconstruction ? On pense à toutes ces femmes justement qui ont été violées, qui ont été agressées, quand elles voient que ça continue d'arriver autour d'elles. Est-ce que c'est possible de se reconstruire dans un tel contexte ? Je pense que c'est compliqué. Moi, personnellement, ça me rend folle de me dire que, en fait, comme je vous ai dit, au bout d'un an, il n'y a rien qui évolue. En fait, on voit qu'il y a un énorme problème de la part de la justice, qu'il y a vraiment des énormes défaillances et qu'il faut carrément faire quelque chose. Quand on parle de victimes, justement, de victimes de viol, on imagine souvent des femmes très affaiblies, très meurtries. Vous avez une certaine pugnacité et ça me fait penser à Evelyne Reber qu'on a pu interviewer hier, donc la maman de Julien Vinzon qui est mort dans un attentat, suite à un attentat terroriste. Il a été poignardé et c'est cette même flamme presque de colère que justement on ressent dans votre douleur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour certains, n'est pas admissible. On essaie de vous enlever ce droit, justement, à la colère. Je pense qu'on essaye de m'enlever ce droit. Après, les gens m'écoutent quand même, donc je suis assez satisfaite de ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de combats encore à mener. Bien sûr, devant la place publique, oui, je montre qu'il y a un message de colère, mais quand je me retrouve toute seule chez moi, il y a des fois où, oui, ça va pas, en fait, comme toute personne humaine. C'est pas parce que je montre une image de femme forte, etc., que, en fait, ça va tous les jours. Est-ce que vous avez déjà été tentée de vous dire, finalement, moi, j'ai déjà donné, j'ai déjà été meurtrie jusque dans ma chair, justement, mon sacrifice est fait et ce combat-là, je pourrais laisser d'autres le mener à ma place? Non, je pense pas, parce que on va dire que j'ai déjà fait beaucoup et que c'est pas le moment d'arrêter, en tout cas. Est-ce que vous pensez aussi que on pourrait justement défendre ce combat sans la voix même des victimes et de ces femmes qui ont subi? Finalement, vous êtes aussi les meilleures personnes, les personnes les mieux placées pour en parler. Demain, si vous laissiez ces sujets justement à des politiciens, est-ce que vous ressentiriez réellement bien représentés? Est-ce qu'il y a une fracture justement avec ce milieu très politique? Je pense en fait il faut juste une collaboration entre les politiques et les victimes, ce qui permettra de faire avancer les choses.
certaines personnalités politiques ne se sont pas fait agresser. Et je pense que c'est en ayant, entre guillemets, l'expérience, qui est un mot horrible, qu'on pourra avancer et comprendre quels sont les réels problèmes et les réels enjeux aujourd'hui. Alors là, je pense que certains auditeurs vont réagir et se dire oui, ça leur est jamais arrivé parce que pour beaucoup, ils habitent dans les quartiers dorés, ils sont bien loin justement de toutes ces zones assez sordides où ce genre d'agression est fréquente. Aujourd'hui, vous le disiez, vous avez été agressé dans un quartier plutôt correct de Paris en pleine journée. Finalement, les frontières entre les zones pleines d'insécurité dangereuses et celles plutôt préservées sont en train de s'estomper petit à petit. Oui, bien sûr. Comme on le voit avec Philippines, c'était quand même dans le bois de Boulogne. C'est à 5 minutes à pied du 16e arrondissement. Moi, c'était dans le 8e. Et en plus de ça, c'est en pleine journée. Donc, je pense que oui, en tout cas, l'insécurité arrive de plus en plus dans les endroits, on va dire, mieux côtoyés. Et vous pensez que c'est grâce à ça, grâce à cause malheureusement de ce genre justement de généralisation de l'insécurité qu'il pourrait y avoir un réveil des politiques, même les plus tièdes, même les plus aveugles justement concernant la situation. Est-ce que vous espérez que justement votre voix pourrait suffire à les réveiller ou est-ce qu'il va falloir qu'ils passent justement par cette confrontation directe avec la situation ? Je sais pas, en fait, il faudrait. Parce qu'il va y avoir encore combien de Lola, de Philippines, de Mathilde, la fille qui s'est fait agresser juste avant moi, ou de moi-même, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Oui. Ce que les réflexions qu'on se faisait récemment en famille, entre amis, etc., c'était de se dire voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrivera demain si la situation ne change pas ? Peut-être que vous, un jour, vous serez maman. Est-ce que vous pensez que d'ici là, vous pourrez laisser votre fille aller au lycée tranquillement ou revenir d'un babysitting tranquillement ? Ou est-ce que vous garderez cette peur chevillée au corps ? Est-ce que vous avez l'impression que les choses peuvent changer correctement ? Ou est-ce qu'il va falloir s'habituer à vivre aussi avec cette peur au ventre? J'ai toujours espoir que les choses peuvent changer. Est-ce que, justement, c'est pas une bonne opportunité pour notre nouveau gouvernement de pouvoir faire changer les choses ? Après, on verra plus tard. Est-ce que je resterai à Paris ? Je ne sais pas. Ah oui, vous hésitez Je sais pas, peut-être que je retournerai en Corse, de là où j'ai de la famille qui habite. Est-ce qu'on pourrait conclure, il nous reste à peu près 2 minutes, en reparlant justement de votre projet Éclat de femmes. Comment est-ce que les auditeurs peuvent le soutenir ? Peut-être déjà simplement parce que vous l'avez vécu. Si jamais, comme c'est ce genre de drame tend à se généraliser, comment aider justement une proche qui serait victime d'une agression, victime d'un viol ? Ça doit être assez difficile pour l'entourage également. C'est très compliqué pour l'entourage parce qu'en fait, chaque victime réagit différemment. Je pense que le mieux, c'est de rester à l'écoute. Si elle veut se faire accompagner, déposer plainte, l'accompagner comme elle le souhaite. Après, encore une fois, je pense que c'est assez compliqué à gérer. Il n'y a pas forcément de code, de règles, de lignes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'être très présent pour les victimes. Pour le moment, comment les gens peuvent nous soutenir, déjà peut-être suivre le podcast, la mise en place, et puis dès qu'on aura lancé l'association, au moins que tout sera prêt. Et puis je sais qu'il y a déjà pas mal de victimes qui ont besoin de se faire aider, donc tout ça prend un peu de temps parce qu'on a besoin de beaucoup de financement aussi. Parce que c'est quand même vous faire des dons ou... Vous pourrez nous faire des dons par la suite. Excellent. Bon, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Claire. Est-ce que vous voulez, il vous reste quelques secondes si vous voulez prononcer quelques derniers mots avant la fin de cet entretien. Je pense surtout, en tout cas, adresser tout mon soutien à la famille de Philippines parce que je sais ce que c'est d'avoir une famille où la fille s'est fait violer, pas tuer malheureusement, mais en tout cas, je leur adresse vraiment tout mon soutien et plein de force en tout cas pour aujourd'hui. Mais on en fait de même. Merci beaucoup Claire Géronimi d'avoir été parmi nous. Puis on vous adresse à vous aussi tout notre soutien. On vous souhaite bien du courage et puis on espère que vous parviendrez à vous reconstruire et surtout que vos projets vont aboutir. Merci beaucoup et puis à très bientôt.